C'était pour sa période où elle était vraiment sous la lumière. Il fallait qu'on fasse des shopping pour elle et qu'on retouche tout à 20 centimètres entre les genoux parce qu'elle voulait vraiment être étriquée dans ses robes et avoir du mal à monter les mains. Hello, je suis Célia Leduc et je te souhaite la bienvenue sur Toi alors, il t'arrive de ces trucs. Première émission sur le don de se mettre dans des situations improbables. Dans cette maison du jeu et des confidences, on vient ici se raconter des histoires plus vraies que nature pour assumer et s'assumer. Pour ce nouvel épisode, j'ai invité Zino à venir se confier à la maison. Comment ça va Zino depuis ça la va dernière très fois très bien. Je me sens chez moi. Eh bah tant mieux, tu es Je suis chez chez toi moi. comme à la maison. Bon, en tout cas, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, donc ça me fait plaisir déjà d'avoir de tes nouvelles. Pareillement. Moi, je te connais un petit peu, mais pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, qui ne te connaîtraient peut-être pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors, je m'appelle Zino, j'ai 40 ans, je viens d'Alger, je vis actuellement à Paris depuis 15 ans et ça fait 21 ans que je fais de la création. Ok, donc tu travailles dans plusieurs domaines, dont la mode. Dans la mode, initialement, et après, autour, j'habille avec du dessin, avec de la peinture, avec de l'écriture. Et j'essaye un peu de raconter mes collections à travers pas mal de disciplines artistiques. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je crois que tu es venu raconter des petites anecdotes justement sur le milieu de la mode, qui est un milieu qui peut autant parfois faire peur qu'intriguer, tu vois, qui suscite quand même pas mal de Differmer, tout ça, on adore. Ouais, il peut y avoir des clichés, tu vois. Moi, justement, c'est intéressant de voir est-ce que ces clichés se vérifient ou pas. Mais avant ça, je t'ai demandé de venir pas les mains vides, c'est-à-dire de venir avec 2 vérités et un mensonge. Donc, je précise à tout le monde que je ne suis absolument pas au courant et que je vais tenter de deviner les vérités, enfin, quel est le mensonge et quelles sont les vérités sur Zino. Alors, vas-y, on y va. Dis-moi tout. J'ai assisté Virgil Abloh chez Vuitton pour l'homme. J'ai été le retoucheur privé de Zaya Dehar quand elle a fait ses collections de lingerie de luxe. Et puis, j'ai couché 2 fois pour y arriver. Ah ouais, bon, le mensonge, je dirais... C'est rare, on le dit. Hein, je dirais, t'as couché 2 fois, c'est le mensonge. Est-ce le mensonge? Vas-y, raconte-moi. Est-ce que c'est un mensonge? Je dirais que c'est ça le Ah, mensonge. c'était pas à toi de deviner le mensonge? Et si, je dirais que ça, c'est le mensonge. Ah, alors. ça, c'est le Est-ce que c'est vrai mensonge. ou pas, du coup, que c'était... Bah ouais, c'était un mensonge. Ok, oh effectivement. là là, nous qui pensions Écoute, on travaille avoir dur hein, pour, une pour être révélation là. de choc en direct. Parce que souvent, les gens t'obligent un peu à le dire et à le rendre vérité. Comme je dis souvent, nous, les créateurs, on ment sur une prochaine vérité. Parce qu'on crée quelque chose qui n'existe pas. Et cette rumeur-là, en fait, cette légende, pardon, pas rumeur, cette légende-là de coucher pour arriver revient souvent, surtout quand on vient d'ailleurs. Et quand on occupe une place qui, pour eux, n'est pas la nôtre. Beaucoup dans tout Du coup, je justifie mode. souvent le truc. Enfin, j'écourte un peu les conversations avec les cons en disant oui, j'ai couché. Ok, d'accord. En fait, et je suis là. C'est un peu... Voilà, simplement. Je vais pas citer mon CV. Ça m'écourte. C'est très drôle, mais c'est vrai que ce soit du milieu de la mode comme milieu du cinéma, il y a un peu ce truc de... Ouais, de oui, il ou elle a forcément couché pour réussir, comme si... Alors, je dis pas que ça n'arrive pas, mais comme si c'était la seule voie, tu vois. C'est genre, sinon, la personne... La voie de la facilité. La personne ne serait pas là sans ça, tu vois. Alors qu'en vrai, il y a aussi des gens qui ont réussi par eux-mêmes. Exactement. Le reste, du coup, c'est les vérités. Tu veux décortiquer ou pas? Ouais, alors, vas-y, Zaya, ça m'intéresse. C'était pour sa période où elle était vraiment sous la lumière. Il fallait qu'on fasse des shopping pour elle et qu'on retouche tout à 20 centimètres entre les genoux parce qu'elle voulait vraiment être étriquée dans ses robes et avoir du mal à monter les mains. Ah ouais. Donc voilà, donc mon taf, c'était ça. C'était serrer les robes. Improbable. Voilà. Et ça peut exister. Et oui. c'est vrai aussi que tu as été... Paix à son âme, oui, Virgile, chez Vuitton, où moi, ma spécialité, c'est la femme depuis que j'ai commencé dans le milieu. Okay. Et mon agence, à un moment, m'a envoyé faire de l'homme avec Virgil Abloh. Et ce fut une expérience incroyable. Ah ouais, j'imagine. Ah oui, on n'est pas avec n'importe qui aujourd'hui. Ça y est, maintenant je vais être stressée là. Pas du tout, t'inquiète, tout va bien. Mais c'est vrai que la mode, il y a toujours un côté un peu impressionnant, tu vois. Même presque c'est ça, plus que le cinéma, tu vois, c'est ça le sujet qu'il faut un peu, je veux le dire simplement et vulgairement, il faut péter un peu, un coup, parce qu'en fait on fait du chiffon, on fait des vêtements. Il faut désacraliser. Désacraliser ce fantasme-là sur... on est juste... Bon, on est là, c'est pour construire des vêtements et habiller les gens.
Après, bon, on va monter un peu sur les tours, de dire oui, c'est de l'art, certainement. Mais après, on commence par un exercice très simple de dessiner des lignes A vers B et puis construire quelque chose. Et cette chose-là, elle va être aimée ou détestée par les gens. Et portée par la suite, si on l'aime. C'est sinon, vrai que parfois, ça peut complètement on crée pas, on n'est pas Marie Curie, on n'a pas créé le vaccin contre quelque chose. Donc, à un moment, il faut qu'on se calme un peu. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et puis surtout, c'est très relatif. C'est un peu comme la peinture. C'est-à-dire que ça peut être un chef-d'œuvre, comme ça peut être un loupé. Et chacun. Et d'ailleurs, il y a des grandes maisons qui parfois sortent des collections, ça marche très bien. Puis l'année d'après, on ne sait pas pourquoi. Et après, moi, je reviens surtout sur le grand titre. C'est que même pour j'ai été prof aussi, les élèves sont un peu traumatisés par ce statut. Ils ont souvent peur le matin, genre en mode écoutez, tranquille, en fait, on est juste là pour faire des vêtements et kiffer déjà ce qu'on fait et se réveiller le matin en faisant un travail dans la passion. On n'est pas là pour être dans une concurrence de guerre, enfin, on est en guerre. Souvent, les profs utilisent du coup, ça fait des générations un peu dans la. Et puis, ça fait grossir un peu ce titre. En fait, on est juste là pour faire des vêtements. Finalement, plus que la réalité, c'est un peu tout ce qu'on se dit et comment on matrixe les gens. Qui fait que donc je suis là aujourd'hui pour les détendre un peu. Ah bah j'essaie. Voilà. On va se détendre justement parce que je crois savoir que tu as des petites anecdotes, des petites histoires, des petites choses à me raconter sur la mode. Voilà, bah je sais pas, qu'est-ce que tu as à me dire. Par quoi commencer? Je vais pas du tout faire j'adore là quand on regarde tous les documentaires de la mode et tout ça, de mode pardon, et quand on est vraiment dans les ateliers, on montre un peu les premières, les secondes, les mains, etc. Tout le monde parle généralement parle surtout du côté superstitieux de la couture. Comment placer un prisonnier pour se marier, dans la robe de mariée, pour se marier juste après, des trucs comme ça. Personne n'aborde vraiment ce qu'on subit quand on est dedans, même si... souvent, les gens sont ignorants un peu dans ces petits espaces-là. Parce que les places sont chères, et du coup, on n'est pas nombreux à faire ce métier. Dans les ateliers. Quand je parle des ateliers, c'est vraiment là où on construit le vêtement. Je ne parle pas des studios, la créa et les bureaux de style, etc. Là, je parle vraiment de là où... par quoi moi je suis passé. Par exemple, je vais vous raconter celle-là. Moi, je suis d'origine algérienne, donc du coup, peut-être une dizaine de fois, j'ai entendu travail d'arabe. Ah oui, ça c'est... Voilà. Du coup, ça fait rire tout le monde, et puis tout le monde est là, genre oui, mais parce qu'il est arabe. Je dis oui, d'accord, mais est-ce que vous connaissez la source de cette phrase? D'où est venue cette phrase-là? Donc, dans le temps, les Arabes ont offert une horloge mécanique incroyable, dans l'esthétisme et dans le mécanisme, dans à Charlemagne. Et Charlemagne a dit quel travail d'arabe. Donc c'était plutôt quelque chose de positif. Avec le temps, c'est devenu une insulte. Et nous, même jusqu'à aujourd'hui, on l'entend en atelier, parce qu'on travaille à la main et à chaque fois, tu as une première qui passe ou quelqu'un de plus... Ah ouais, tu l'entends encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. On va dire oui, mais voilà, pour te faire évoluer. Donc pour eux, l'idée c'est il va faire plus, parce que nous, on est toujours en fight pour faire mieux, faire plus, faire beau. C'est la haute couture. Ouais, il y a quand même une vraie exigence, une vraie pression. Oui, bien sûr. Mais souvent, ça passe par. C'est comme dans le milieu de la restauration, les chefs, ça passe un peu par une violence verbale, un peu. Et on fait passer ça pour la petite blague, quoi. Ouais, il y a beaucoup de. C'est marrant parce que je connais une fille elle a été. Camille Aumont là, du conte Je m'emballe Clito, je sais pas si tu la connais. Ah, ça me dit quelque chose. Voilà, ça. je sais. Et en fait, elle a travaillé, donc bon, là maintenant, elle est plus dans la partie influence et tout, mais elle a fait l'école Ferrandi. Et elle disait vraiment, mais tu vois, elle qui est noire, machin, elle avait pas du tout le physique, en gros. Exact, on a pas le profil, c'est même pas une question de physique. Tu vois, et voilà, et en fait, elle disait, il y a vraiment une violence, même... les chefs se parlent n'importe comment, tu vois. Et on fait glisser tout par, justement, c'est pour ça, au départ, j'ai dit, oui, je vais raconter les blagues les plus pimentées, mais plus le côté pimenté que la blague du sujet. Bah ouais, mais c'est et après, bon, on passe. Hein, c'est fou qu'il y ait encore ce genre de... Ouais. Non, mais moi, je me suis pas retenu. Hein. J'ai quand même, à ces personnes-là qui m'ont sorti cette phrase-là, j'ai quand même raconté la vraie version de la... Ah, tu leur as raconté bien sûr, la évidemment. C'est comme la question des origines.
Voilà, Et ça comment revient ils souvent. réagissent, comment ils réagissent? De quelle origine vous êtes, de quelle origine vous êtes. Et à un moment, je dis à la première, normalement la première, on lève même pas les yeux, on est là, on est tétanisé, c'est la première d'atelier, il faut pas trop... Ah oui, Et elle me répétait souvent cette question, et à un moment, je dis, écoutez, je suis de même origine que le vôtre. Et elle me dit, mais ça, c'est pas possible. Je dis, si, c'est possible, donc c'est pas possible, c'est possible. Et je dis, écoutez, je viens de la chatte de ma mère, je pense que la vôtre, elle a la même. Allez. Du coup, c'est un peu le même origine, non? Donc si on revient, voilà. Donc si on revient vraiment au détail de la source, c'est un peu la même chose, non? Je sais pas. Et du coup, elle s'est tue et j'ai cini ma mission et j'ai eu des bons retours sur ma mission chez eux, sans citer le nom de la maison de couture chez laquelle j'étais. Et voilà. Donc souvent, il faut avoir du courage pour affronter, parce que ça peut te nuire à ta carrière. Une fois que tu lèves les yeux, tu oses répondre. Et au final, moi, ça m'a servi pour les remettre un peu à... Ouais, puis quand ça vient de la personne et que c'est un truc vraiment abusé, oui. Tu réponds à répétition, à un moment, bon, on n'est pas comme ça, tu le balancerais pas le matin avec le café. Ah oui. Mais je veux dire, au moins, je pense que tout le monde lui a pas répondu ça. Hein. Non, déjà, personne ne répond. On ne lève pas les yeux parce que c'est ces gens-là qui ont les clés de notre réussite. Ils pensent avoir les clés de notre réussite et de notre continuité dans le milieu. Et donc après, pour oser avoir l'audace pour aller les répondre comme ça devant la machine à café, c'est un peu... Comment elle a réagi du coup quand tu lui as dit ça? Ça va, elle s'est tue. Elle s'est tue, oui. Donc ça, voilà. Ça l'a renvoyé dans ses cordes. Tu l'as envoyé bouler, comme on dit, pour être poli. Ok. Et des histoires, je sais pas, ou même des situations, justement, tu as travaillé 15 ans, tu dis, ça fait... Non, 20 ans que tu travailles. Ça fait 20 ans que je fais de la création, et à Paris, j'ai fait ça pendant 8 ans. Ok. Ouais, donc j'imagine qu'il a dû t'arriver des choses, mais je sais pas, des situations dans lesquelles tu t'es un peu empêtré dans le domaine de la mode. Est-ce que tu as des choses un peu... Alors souvent, en fait, en vrai, les plus drôles, elles sont plus avec les clientes privées et surtout les mariés. Ah. C'est là où on a vraiment de la... Parce qu'on passe du temps à faire du sur-mesure avec la personne, avec la cliente, etc. Et les clientes, elles sont... C'est pour ça, moi, je dis souvent, les mariés n'ont pas de... C'est une mariée. Donc, du coup, elles ont tout ce point commun du stress, du plus beau jour de ma vie, de la princesse rêvée, du prince charmant de mes rêves, etc. Et tout. Et du coup, pour la robe... On a l'impression de vivre une telenovela, tu sais, un feuilleton de blagues et de choses à raconter autour de ça. C'est marrant ce que tu dis parce que j'ai une copine qui est wedding planner. Elle aussi, elle doit... Dans le sud de la France, en plus, elle fait des mariages quand même assez huppés, tu vois. Mais en fait, elle disait, c'est un truc de dingue, à quel point des personnes même qui sont plutôt plutôt simples dans la vie, comme c'est leur mariage, c'est le jour, elles se transforment en personnes super chiantes. Mais genre, même le moins de détail. Donc j'imagine pour une robe, ce que ça doit être. Oh là là, c'est quelque chose, c'est vraiment il faut un peu se mettre un peu sous la peau de Dali. Il faut être surréaliste pour pouvoir faire... surtout aujourd'hui, après le Covid, ce secteur a pris un coup et les mariées aussi, elles ont un peu... du coup, là, pour pouvoir monter une robe de mariée pour une cliente sous stress plus, il faut vraiment dépasser l'ordre du réel, quoi. Tu m'étonnes. Tu as eu des demandes surréalistes comme ça de robes des trucs... Oui, souvent là, parce que les budgets ont pris un coup. Du coup, là, pratiquement la majorité demande des robes amovibles. Donc, on est dans le costume plus que dans la robe de mariée. Okay. Donc, elle veut 3 robes en une, qui veut dire elle va commencer, donc c'est la cérémonie religieuse, et puis après le vin d'honneur, et puis après la soirée, et puis après il faut qu'elle danse avec, et il faut qu'elle commence avec une traîne énorme, et que ça finisse en petite robe courte, mais dans la même robe. En fait, tu retrouves un prototype pas possible, là, c'est même oui, c'est clair, ça demande de la technique et du travail de quelques mois dessus, mais aujourd'hui, pratiquement la majorité demande 3 robes en une. Ah ouais. Donc là, maintenant, on est en train de... on crée des... C'est la crise, et donc... ma marque, elle s'appelle « Ma fille se marie ». Du coup, là, je marie pas mal de filles, tu sais. Et à chaque fois, avec ce délire-là, elles veulent vraiment... Le mariage, c'est devenu un spectacle. Et dans le spectacle, il faut cette robe-là, 3 en une. Quoi. La robe qui sera la plus multifonction et la plus belle. Oui. Mais on le fait. Il n'y a pas que moi. J'ai quelques potes créateurs de robes de mariée aussi. On est tous là à plus travailler les scratchs et les boutons
boutons pression et comment les cacher par des broderies pour après faire des reveals, etc. On parle là. Ouais. Bon, bah voilà, si vous avez besoin d'une robe de mariée... pas amovible. Je savais pas. Non, alors... On peut faire aussi pas amovible. Oui, on mais peut. Je savais pas que tu faisais les robes de mariée aussi. Okay. Oui. Ouais, je fais du sur-mesure parce qu'en fait, toutes ces histoires-là qu'on a racontées avant par rapport à la haute couture et les maisons ont coûté quand même 4 ans de burn-out. Ah. Et pour reprendre un peu, pour garder une main dans le métier que j'adore, parce que j'adore le métier, c'est le milieu que je déteste en vrai de vrai. Mais t'adores le travail. Du coup, le travail, bien sûr, je suis né dedans, ma mère elle faisait la même chose, donc du coup j'ai un héritage incroyable et je continue aujourd'hui à faire du privé quand j'ai le moral et j'ai la volonté qui revient. Du coup, je continue quand même à faire un peu de sur-mesure pour les clientes privées, passant par la robe de mariée. Comme ça, voilà, on travaille l'événement, et puis en vrai, là, je rigole un peu de la robe amovible, mais ça me plaît quand même de le faire, parce que ça quand même, c'est des exercices techniques très intéressants. Oui. Et puis, si on échoue, ça dure 6 mois, hein, et on a toujours le temps pour se rattraper, et puis gérer tout le reste pour à la fin que la cliente soit contente, quoi. Et tu as déjà eu des demandes complètement extravagantes, justement, de robe de mariée, ou des histoires de mariée, je sais pas, des trucs que tu as dû gérer, la mariée qui rentre plus dans sa robe, j'en sais rien, j'imagine. Ça souvent, oui, on a ça souvent, parce qu'en fait, on gère jamais les plannings, les dates, etc. Donc après, voilà, il y a souvent ce problème-là de zip et tout. Après, la robe la plus... Qu'est-ce que j'ai eu comme robe de mariée? On m'a demandé... Ouais, mais c'est... Ah, mais vas-y. J'ai marié une fille qui voulait une robe énorme. C'était fille unique, donc du coup, les parents rinçaient de ouf. Du coup, on peut pas dire non. La matière était belle, les métrages, mais incroyables. J'avais des rouleaux pour cette robe-là et tout. Et à la fin, on monte la robe. Budget faramineux, du coup. J'ai commandé, alors on monte la robe. Et la robe, tellement elle était lourde et la traîne était énorme et les broderies, etc., j'ai dû faire appel mais ne rigole pas, à un ferronnier pour faire une ceinture en métal pour porter cette robe-là. Donc on devait d'abord, et elle a accepté parce que j'avais aucune solution autre par la couture, donc en matière, en textile et tout. Donc on était obligé de faire comme un harnais pour porter la robe. En dessous la robe. Parce que la robe, elle tenait pas quand on a fini, parce qu'elle voulait rajouter, c'est le mariage. Il y avait même un écran de je sais pas combien de mètres carrés pour son mariage, etc. Où elle voulait diffuser son mariage et tout. Et là, avec mon équipe et tout, on dit écoutez, on va partir sur un harnais en métal pour pouvoir. Et comment elle faisait pour se déplacer? Elle l'a porté. Elle était un peu costaud, donc elle a pu porter le. C'est pas du tout pratique. Et du coup, on a placé tout le corset, toute la robe, sur un harnais en métal en dessous là. Mais alors, ça, c'était la plus... Je pensais faire une ceinture de chasteté, tu vois, pour un mariage. Donc ça, c'était la plus folle. C'est-à-dire si elle danse ou qu'elle se promène. Le but, c'est que ça danse pas trop. Hein, on adore être un peu poupée de cire, c'est notre mariage, donc du coup, on bouge pas trop. T'as vu, toi, une mariée qui bouge beaucoup? C'est très rare. Non, mais quand même, faut qu'elle puisse se déplacer. On aime bien se mettre... Là, vu la taille de la robe que tu me décris, mais on était obligé de la poser sur une structure en métal en dessous. En métal, hein, c'était du métal. Soudé et tout ça, donc le mec qui faisait qui travaillait le métal, le fer et tout, c'est lui qui m'a fait tout. Et elle a supporté, c'est pour ça qu'on dit oui, voilà, si tu veux être belle, souffre et tais-toi, c'est ça. Sois belle et tais-toi, mais là, c'est vraiment souffre. Hein. Ouais, là, c'était souffrance totale. J'ai pas envie de voir l'état de son corps après. J'espère que. Mais on a de la folie, oui, on a de la folie autour du mariage, c'est clair. Ok, et peut-être d'autres histoires un peu folles dans lesquelles tu t'es retrouvée ou dans lesquelles tu t'es un peu empêtrée dans la mode. Est-ce que tu as... Pas forcément que dans les mariés, hein, mais même dans la mode. Oui. Souvent, c'est des exercices qui me rappelaient un peu quand on était à l'école, gamin. Travaux manuels. Ouais. Du coup, tout le monde te raconte la haute couture, etc. Oui, c'est vrai, il y a la haute couture et tout, on travaille, c'est génial, c'est énorme, c'est l'artisanat. Qualité. Mais souvent, avant les shows, surtout quand il y a les DA qui sont un peu fous et qui veulent vraiment que ça défile, il y a des pièces... À tout prix, il faut que ça passe sur le podium. Souvent, ils nous faisaient passer la glu pour qu'on rafistole, pour qu'on recolle. Et l'essentiel, elle passe et on voit la pièce défiler. Ouais. Ça veut dire que ça tenait pas à la fin, il fallait rajouter. C'est un peu similaire aux histoires des robes de mariée. Il faut plus. Il fallait tout le temps rajouter des nouvelles matières. Les gens ne me voyaient pas, mais nous, quand même, on passait quand même et du coup, t'es là sur le la scotch mariée double face, la glu, enfin tout ce qu'on pouvait. Sous la main, comme ça, de simple, easy, tu sais, à utiliser et que ça marche. Donc on y va, quoi. Et ça tombait pas? Non. Ça s'est pas arrivé pendant le défilé, non?
Non, non. Moi, non. Mais je pense qu'il y a eu des histoires comme ça ailleurs. Hein. Mais pour moi, non. Et tu parlais de burn-out parce qu'il y a tellement d'exigences que des fois, craquage, ou c'est le milieu? Non, tu disais que c'est le milieu qui est assez complexe. C'est plus, en fait, moi, de mon cas, c'est la répétition du même problème. Donc, quand tu te retrouves au bout de 8 ans, c'est le même problème et tu luttes. Et puis, je ne suis pas prophète, donc je n'allais pas changer les mentalités. Et puis, eux, ils tiennent à leurs idées et toi, tu tiens à te défendre. Et à un moment... Et puis aussi, la capacité à s'adapter. Donc, jusqu'à quand, en fait, tu vas à chaque fois te dire, bon, c'est pas grave, demain c'est une nouvelle journée qui arrive, je serai chez telle maison ou telle maison, donc je vais m'adapter, je dois m'adapter. T'as pas le droit d'être malade, t'as pas le droit d'éternuer, t'as pas le droit d'être en hypoglycémie, t'as pas le droit, parce que c'est un métier où on tient debout. Donc écoutez, en fait, je vous le rends le métier, et salut, au revoir. Dans l'apparence, il faut mettre le costume et être nickel, donc quel que soit ton état humain... psychologique, on s'en fout en fait. Tu es là pour porter, pour donner un... Ouais, il y a un côté un peu schizophrène. Et puis il y a aussi, ici, garder son statut. Il y a toujours cette pensée archaïque. De dire, bon, on adore dire, on travaille dans la mode, on travaille sur... J'aurais bien aimé dire, oui, voilà, j'ai créé un vaccin contre quelque chose, quoi. Tu vois. Ouais, le sentiment d'utilité. C'est ça qui m'a... en fait, c'est cette question existentielle où je me dis, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose de rester encore dedans? Pas de le faire encore, de rester encore dedans et de me refaire... de me forcer à revivre les mêmes situations, etc. Et puis après, je dis, bon, bah, j'arrête. Et en fait, je ne l'ai pas décidé, moi. C'était l'histoire de... C'était ne plus y aller, ne plus répondre oui, parce que j'étais en agence et je devais bosser. On pouvait faire des heures enfin, les heures étaient, on comptait plus. Ouais, et puis on finit une mission chez tel pour repartir chez un autre. Et c'est pas du tout la même DA, c'est pas le même style, c'est pas la même. Et là, tu dis non, en fait, je dois dire oui parce que je suis un couteau suisse, parce que je suis. Et à un moment, je me suis écroulé et j'ai arrêté. Et justement, est-ce que tu as déjà eu l'impression de devoir faire des choses? Alors, on ne parle pas de coucher parce qu'on a compris que ce n'était pas vrai, mais enfin, ça ne nous regarde pas. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a des trucs que tu as fait parce que justement, il fallait s'adapter, qu'il fallait les faire? Oui, beaucoup. Une fois, une première m'a fait bosser dans une salle pas chauffée, en plein hiver, et je pouvais rien dire. C'était mes débuts, donc du coup, si je dis, bon voilà, tout de suite, elle va dire, bon, la chochotte, là, elle fait quoi? Donc du coup, on va la virer. Quand tu dis une première, c'est première couturière? Première d'atelier, donc c'est la chef. C'est voilà. C'est la reine. Et une fois, je suis allée aux chiottes, les HH. Parce qu'on tombe tous en larmes à un moment ou à un autre, sous pression, et du coup, un autre, il nous disait, les HH, je suis allée, c'est aux chiottes. Donc on devait aller pleurer aux toilettes. Okay. Pas sur les matières, pas sur les tissus, pas en atelier. Donc fallait vraiment... tout est à sa place. Même pour pleurer, il y a l'endroit pour aller aux pleurer. Toilettes. Personne, il ne faut pas montrer sa petite larme, sa petite faiblesse, ou que tu as craqué, quoi. Ouais, donc même si tu... Et souvent, on te le dit, ne le fais pas alors, ce métier. En plus, on te prévient. Ah oui, bien sûr. C'est vraiment... Ouais, ok. Ouais, parce que ce serait la honte, finalement, de pleurer devant... Oui. Il y a un côté très pudique, hein, très contenu. Oui, moi, ça me rappelle souvent un peu les parents sévères, quoi. Ouais, les c'est punitions très exigeant, Oui, bien sûr. C'est exactement tu es là, tu dois faire. Et c'est vrai que même quand tu es passionné par le travail en lui-même, parce que c'est magnifique de faire comme ça des créations, le milieu, en tout cas, cette espèce de mindset... ça tue la passion. Ouais, je ne suis pas le premier ni le dernier à le dire. Mais tu y reviens, finalement, tu reviens. Bah oui, par le manque de faire quelque chose avec ses mains. C'est un don, donc on ne va pas le... On prend du temps, on prend pas des pauses. Moi, je l'appelle souvent un temps de réflexion. Est-ce que mes mains aujourd'hui, elles sont productives, elles sont créatives? Est-ce elles sont fatiguées? Je les repose un peu. Tu sais, c'est souvent ça commence par là, les arrêts. T'as fait une pause de combien de temps, du coup? Là, 4 ans. 4 ans, ok. Sachant que tu bossais quand même, tu restais proche de ce milieu, voilà. Oui, bien sûr. Je gardais un œil quand même sur tout ce qui se passe. Ok. Et puis après, je commençais à retravailler un peu mes objectifs. Donc du coup, je me dis, bon, ok, je vais garder une main, donc je vais faire du privé, qui veut dire, je choisis avec qui travailler. Je choisis la personne pour laquelle je fais la robe. Il faut qu'elle soit inspirante, en quelque sorte une muse.
C'est plus l'argent qui... D'ailleurs, même l'argent ne m'a jamais vraiment motivé. Mais bon, après, quand tu rentres dedans et tu es dans le milieu de la haute couture, etc., et tu es en maison, bah, c'est clair que t'es bien payé. Bah oui, bien sûr. T'es très, très bien payé. T'es très bien payé, mais je pense pas que ce soit le milieu qui paye le plus par rapport aux heures que tu passes. Ah non, mais c'est clair. Par rapport au stress que tu as, tu vois. Et après, aussi, il n'y a pas souvent une transparence sur tout ce qui est droit du travail, sur tout ça. Après, on ne va pas aborder ce sujet parce que ça va être moins drôle, tu vois. Mais souvent, on se tait. En fait, c'est ça, c'est des heures, surtout quand tu démarres. Alors, j'imagine les premières années... Après, le premier syndicat de la haute couture, c'est récent. Oui. C'est vrai que peut-être les choses évoluent de plus en plus. Ça commence un petit peu. Mais en contrepartie, tu vas dire au revoir à ta carrière, ça c'est sûr. Et là, quand tu dis privé, c'est-à-dire qu'en fait, on te commande des robes. On me commande des robes par Instagram, par les réseaux sociaux, et puis je vois si la robe est amovible ou pas. Tu dis petite option à cocher, amovible ou pas. Amovible ou pas. Ouais, donc du coup, j'ai gardé j'ai retravaillé un peu, mais du coup, là, je décide pour qui je fais dire oui, déjà, et quelle robe, et pourquoi la robe, et est-ce que l'exercice, je l'ai déjà fait ou pas. Donc, ça passe d'abord par déjà un questionnaire entre moi et moi-même. Ok. Comme ça, je me retrouve pas à répéter le même schéma de souffrance, là, en faisant des robes à tort et à travers, juste pour dire oui, je reste dans le milieu. Oui, c'est ça, où tu acceptes finalement n'importe quoi. Ouais. Et puis il y a des conditions qui vont, aujourd'hui j'imagine avec ton expérience, plus forcément te correspondre. Bon, c'est vrai que quand on démarre, on se fait la main comme on dit. On se fait la main exactement de l'expérience. Et après, il ne faut pas laisser l'expérience tuer la passion. Ouais, et puis quand tu parlais de burn-out, je pense qu'aujourd'hui on met un mot sur le burn-out, mais pendant des années, dans plein de domaines, tu vois, les gens, limite, c'était normal, en fait, de bosser dans des conditions, quand tu dis sans chauffage, c'est-à-dire en plein hiver. Du coup, tu venais en manteau pour bosser, parce que sinon, tu tombes malade. Est-ce que tu as une dernière histoire choc, un truc de la mode que tu as expérimenté ou... J'ai été recruté en tant qu'intervenant dans une école de mode à ses côtés. Et le gars, en fait, qui m'a recruté, donc on me propose le contrat, donc j'étais super content parce qu'à un moment, bon, j'atteins presque les 40 ans, donc l'enseignement m'intéresse et puis la passation un peu de tout ça. Et du coup, ce monsieur-là, le jour où il m'a envoyé le contrat, en même moment, il m'envoie des messages sur Instagram pour me demander une contrepartie. Ah. Voilà. Du coup, j'ai tenu une année scolaire. Chaque lundi matin, j'y allais en mode ça va se passer aujourd'hui. Ah là là, donc sinon, il ne va pas me reconduire le contrat. En gros, il te faisait des avances, quoi. Voilà, donc le jour où j'ai été voir les personnes qui devaient peut-être m'aider sur ce sujet, les RH m'ont dit c'est une question d'adulte, c'est entre vous deux. Mais t'as répondu et quoi? Mais t'as répondu quoi sur quand il t'envoyait ce message? Tu répondais pas? J'ai pas répondu. Ah oui, et tu faisais comme si de rien. Comme si rien, ouais. Et chaque lundi, je me dis, bon, là, je dois peut-être répondre. Pas au point d'aller dire oui, ça c'est clair. Non, mais du coup, la personne t'envoie ce message en te donnant des avances. Mais regarde ce qui se passe, quoi. Oui, donc t'es quand même, tu continues la mission, mais... est-ce que j'ai continué? Mais tu stresses en te disant, est-ce que la personne va pas me... Ouais. Ouais. Et donc tu réponds rien sur Instagram, t'as rien répondu? Non, j'évite, j'essaie d'être un peu dans la vapeur, quoi. C'est que de la buée, je ne dis rien, je ralentis. Et puis je fais semblant d'écrire, mais j'écris rien. Et la personne t'a réécrit des messages comme ça sur Instagram? Pendant l'année, une fois ou deux, vite fait, mais très maquillé. C'était pas vraiment de la... Et pendant je le voyais pas beaucoup à l'école. Donc du coup, c'était juste pour l'accueil le matin. Okay. Et après, la journée, mes jours de cours, je le croisais pas. D'accord. Donc ça m'évitait. Ouais. Et puis il m'a dit que j'étais pas pote-pote avec je fais jamais pote-pote avec les collègues. Okay. Je finis mes heures de travail, je trace, comme ça je le croise pas. Même mes pauses déj, je les faisais ailleurs, loin du quartier pour ne pas le croiser, pour ne pas. C'est quand même méga flippant. Et puis le plus grave, c'est que c'était un gros groupe en fait. Et RH, c'est là où le plus grave pour moi, c'était avec preuve. Donc, vous avez les messages, j'avais tout. Oui, donc tu l'as dit, ouais. On dit non, c'est une question d'adulte, gérez ça entre vous deux. C'est les RH qui t'ont dit ça. Tu te sens abandonné, jeté comme ça dans l'air. Et je dis, attends, mais quelle question là d'adulte en fait? Non. Et c'est une question de harcèlement, quoi. Harcèlement, oui, c'est un peu du harcèlement sexuel en fait. Est-ce que vous avez eu des. Et peu après, d'ailleurs, il y a eu un gros truc à la télé qui a un peu affiché ce groupe-là. Ah ouais. Mais je pense que dans tous les milieux, mais forcément dans des milieux comme la mode aussi, bon... Oui, je pense que nous, on a peut-être... ça existe partout, hein, ça c'est clair. Ouais. Mais chez nous, je pense qu'il y a
il y a déjà ce sujet qui est là d'ouverture un peu trop d'ouverture d'esprit, donc on va un peu trop dans l'ouverture. Oui, puis on peut se permettre après. On peut se permettre de dire bon voilà, je veux. J'imagine tu as aussi les apéros, les soirées. Oui, voilà. Donc il y a des moments où ça facilite un peu l'échange parce qu'on est un peu dans le truc de la fame, de se montrer. Un peu comme la pub, tu sais, où ils bossent tellement. Oui, voilà. Il n'y a plus trop de frontières en fait. Exactement. Ok. Et puis c'est des milieux, bon là, surtout l'école et tout, bon on se tutoie parce que c'est jeune, donc voilà, tout le monde est avec tout le monde, on s'en fout un peu, tu vois. Donc là, ça crée une facilité de communiquer pour eux, pour communiquer leurs envies et leurs fantasmes sur toi, tu vois. En tant qu'ancienne RH, j'hallucine quand même qu'on ait pu te répondre ça parce que c'est super choquant. Ça veut dire que ça vaut pas, tu disais, je te raconte pas le moment là. Ouais. Et puis tu es tellement épuisé par l'histoire, tu vas même pas négocier avec la personne au téléphone. Ok, bon. Je passe à autre chose. Oui, t'as pas voulu aller plus loin. Ah bah oui, j'ai abandonné l'histoire. J'ai abandonné l'histoire. Bon, en tout cas, merci Zino d'être venu nous raconter, que ce soit des choses rigolotes, excentriques, comme des choses plus graves comme ça, c'est important. On a fait moite-moite là. C'est important de dézinguer quelques clichés, mais c'est important aussi de rappeler que voilà, ça reste de mettre la lumière un peu sur des sujets. Moi, j'aime bien quand les gens pensent, oui, on va venir parler sur les robes et la beauté, etc. Mais il y a un côté aussi où si on le divulgue pas, faut qu'on donne le courage aux gens aussi de venir témoigner et dire raconter un peu leur petite mauvaise expérience. Les dessous de la mode qui peuvent être très chouettes, mais aussi très durs. Et puis on te retrouve aussi au bar-restaurant Les Initiés. Aux Initiés pour la programmation artistique et culturelle. Et puis j'espère te recevoir aussi encore chez nous pour l'idée d'exposer tes artistes. Et du coup, pas si vite, je ne te laisse pas repartir tout de suite parce que maintenant tu vas passer l'épreuve du fauteuil pour le Flash Quiz No Shame. Est-ce que tu es prêt ? Allez, vas-y, on y va. C'est parti pour le Flash Quiz No Shame. Zino, es-tu prêt ? Oui. Zino, tu préfères ne pas pouvoir t'empêcher de lire dans les pensées des autres ou bien que les autres puissent lire dans toutes tes pensées ? Je préfère que les autres puissent lire dans toutes mes pensées, ça va m'économiser plein de choses. Ce que tu adores faire quand personne ne te regarde ? Me regarder à poil dans le miroir. Ta musique inavouable préférée ? À toi, de Jodassin. Ta plus grande peur dans la vie ? D'avoir peur. Ta pire situation de honte ? Que Dieu vous donne mon audace, c'est très rare où ça m'arrive. Ton plus gros coup de folie ? Vider mon compte en même pas 40 minutes. Une petite habitude pas glam que tu as ? Ne pas porter de slip. Question baguette magique, si tu pouvais revenir en arrière sur un truc dans ta vie, ce serait quoi ? Changer de sexe. La pire gaffe que tu aies faite ? Je disais que j'aimais pas les chats à une dame qui a genre 7 chats chez elle. Et elle l'a mal pris. Mais vraiment, j'ai dit genre j'aime pas les chats, et des trucs comme ça, quoi, tu vois. Ta pire situation de honte ? C'est un peu celle-là, la plus récente. Alors, merci Zino, merci à toi de nous avoir regardés. Si tu as aimé l'émission, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, mais aussi à liker, commenter nos épisodes, nos vidéos, puisqu'il y en a plein d'autres, pas qu'avec Zino. On est aussi dispo sous le nom Toi alors en podcast, si tu veux nous écouter. Donc, n'hésite pas également à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Et puis je te dis à mardi prochain pour un nouvel épisode. Et surtout d'ici là, qu'il t'arrive des trucs, mais pas trop quand même.